Tout est dans tout. Ça, c'est une expression québécoise, puis elle s'applique, je dirais, très bien au cas précis, parce qu'on a commencé, Karima, l'émission en se posant la question suivante. Est-ce qu'on est particulièrement consensuel au Québec? Est-ce que c'est fort le consensus au Québec? Ben là, on a un sondage Palace qui... on a posé une question. Je trouve qu'on devrait la poser plus souvent, d'ailleurs, cette question-là, aux Québécois. Vous vous situez où, vous? Gauche, droite? Et 30% des gens ont dit on est au centre. On est au centre-centre. Fait que là, tu te dis, OK, ben là, pour les 70% qui restent, c'est pas beaucoup de points de pourcentage là, pour les départager centre-droit, droit, centre-gauche, gauche. Bref, 30%, c'est la proportion la plus haute. Les gens sont au centre, presque une personne sur trois. On en parle avec François Fournier. Salut François. Salut à vous deux. Salut. Qu'est-ce que ça dit des Québécois, ça? Ben, je ne sais pas si c'est particulier aux Québécois, ce point-là en précis, parce que je pense qu'il y a des gens qui se décriraient comme tels dans plusieurs autres cadres, là, notamment en France, par exemple, où le concept de centre politique est vraiment une étiquette qui est collée à des gens depuis toujours. Au Québec, on a une compréhension, je pense, un peu différente de ça. Là, à mon avis, centre, c'est plutôt quelqu'un qui évite de se positionner trop fortement sur des enjeux que vraiment une étiquette à proprement parler où on se dirait, bon, nous, on est comme un équilibre entre deux extrêmes, là, d'où l'idée qui était utilisée souvent d'extrême centre, là, que je pense pas qu'il y ait une notion particulièrement pertinente, mais et donc, qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est qu'on a souvent l'intuition que tu as un bloc d'électeurs que j'appelle affectueusement les swingers, là, donc c'est-à-dire des gens qui peuvent passer d'un parti à l'autre, parfois même en l'espace de peu de temps, là. Donc, ils peuvent être tentés pendant un moment par Charles Milliard parce qu'ils trouvent sa candidature intéressante et très peu de temps après nous dire, ben, Madame Fréchette, je trouve qu'elle est rafraîchissante, elle appelle quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un bloc d'électeurs qui peut-être est composé de ce 30%-là. Ce sont des gens peu idéologiques qui sont plutôt dans une espèce de position où ce qui est important, c'est la personne qui représente, c'est des critères comme par exemple quelqu'un est jeune, quelqu'un appartient à telle minorité, quelqu'un a telle idée à mettre de l'avant. Et je pense que c'est à ce bloc d'électeurs-là, qui est le bloc principal, que s'adressent beaucoup de politiciens. Parce que je pense pas que si vous êtes à gauche, vous pouvez convaincre le 8% qui se définit de droite de voter pour vous. Ça me paraît a priori assez difficile. Quoique dans l'analyse de Philippe J. Fournier, on voit qu'il y a toujours des gens un peu mêlés, là. Donc quand on voit, il a séparé le graphique par parti politique, là, et on peut voir aussi que même chez QS, là, il y aurait des gens qui ont répondu se définir de droite, là. Et même au Parti conservateur, il y a des gens qui ont répondu se définir. Donc, tu sais, mais tu sais, il y a des gens aussi qui pensent qu'Elvis est en vie. Donc, tu sais, je veux dire, il y a toujours des données dans un sondage qui peuvent être très marginales puis qui sont peut-être pas super significatives. Mais je pense que ce 30%-là nous donne un peu une idée de la quantité de gens qui peuvent passer d'un parti à l'autre très facilement. Oui, puis dans les chiffres, c'est intéressant parce qu'on posait la question. En fait, c'est dans le contexte de la politique québécoise, diriez-vous que vos opinions politiques se trouvent généralement à gauche, centre-gauche, au centre, centre-droite ou à droite? Puis le bloc, un peu, si on élargit le bloc central, il est quand même vaste, là, parce que tu as 25% des gens qui disent de centre-gauche, 18% de centre-droit, puis au milieu, 30%. Ça fait quand même un machin, quand même un bon bassin, là, j'allais dire, qui est quand même d'un petit peu cette portion-là, on dit, de centre. Mais est-ce que ça se peut que l'étiquette aujourd'hui, autant, tu sais, dire qu'on est très, très à gauche ou à droite, il y a comme une connotation qui peut être plus négative au Québec que, tu mentionnais par exemple en France ou en Europe, où on est plus habitué d'être dans ces catégories-là? Oui, puis tu sais, je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez, Mario Dumont avait reçu à Cube en entrevue quelqu'un qui avait parlé de ça il y a peut-être 1 an et demi environ. C'était un document qui avait été rendu public du Cégep Garneau, je crois, à Québec, dans lequel on expliquait un document pour expliquer aux jeunes qui suivent le cours de sciences politiques qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche. Et à droite, c'était essentiellement que des défauts, là. Donc, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme, c'est la recherche du profit avant tout, c'est le mercantilisme. Et à gauche, c'était la redistribution, la générosité, venir en aide à la veuve et l'orphelin. Donc, évidemment, et tu sais, honnêtement, je suis passé par le système collégial. J'ai eu un peu ce genre de cours-là, là, où au tableau, on nous disait, voici, vous avez la droite, la gauche. Au bout de la droite, il y a Hitler. Donc là, tu te dis, ben, j'aimerais quand même pas vraiment être associé à ce genre de personnage-là. Donc, tu sais, je vais me tenir quand même plus vers le centre, là. Donc, c'est sûr que si les termes sont posés ainsi,
droite méchant, gauche gentil, ben vous allez avoir un biais dans la manière dont les gens vont se positionner par rapport à ça. Là. Ça me paraît quand même évident. Mais qu'est-ce que tu penses qui est le plus à la mode aujourd'hui? Là? Pendant des années, c'était de dire on est de gauche, mais là, j'ai lu l'autre jour, écoute, ça peut paraître ridicule, mais qu'il y a de plus en plus de gens issus d'homosexuels qui se disent de droite. On dit que les jeunes, surtout les garçons, sont de plus en plus de droite. Donc là, je me dis, est-ce que c'est rendu plus hot d'être de droite, de gauche? En même temps, je regarde ce qui se passe dans le monde avec le macronisme, par exemple. Et même être de centre, c'est rendu à la mode. Ouais, ben c'est une bonne question quand même parce qu'on voit en fait qu'il y a comme un éclatement. Tu disais les jeunes hommes sont de plus en plus de gauche, mais les de plus en plus à droite. Les jeunes femmes sont de plus en plus à gauche. C'est mesuré par plein de sondages. On le voyait, par exemple, la dernière élection en Allemagne était fascinante à ce point-là. Les scores de l'AfD, par exemple, c'était le gros, le centre de leur électorat, c'était essentiellement des jeunes hommes, âgés entre 25 et 45 ans. Donc c'est assez fascinant de voir ça. On le voit en France avec les appuis pour le Rassemblement national aussi. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui se retrouvent dans ce discours-là, alors que des partis plus à gauche vont séduire un électorat plus féminin. Donc, il y a un genre de morcellement aussi, puis ce morcellement-là devient difficile à analyser selon les cadres traditionnels de la politique. On disait, les bourgeois votent comme ça, les gens du mouvement ouvrier votent comme ça, les professions libérales votent comme ça. C'est de plus en plus difficile parce qu'il y a un écart entre les genres. Donc, même l'analyse générationnelle est moins vraie qu'elle l'était avant parce que l'analyse séparée par genre est de plus en plus pertinente. Mm-hmm. Et François, on va revenir sur ce sujet de ces chefs autochtones qui aimeraient qu'on criminalise ce qu'ils appellent le négationnisme sur les pensionnats autochtones. On en a parlé tout à l'heure avec Nick. Tu avais une réflexion là-dessus. Ben, en fait, c'est que je trouve qu'on va très loin là-dedans parce qu'on confond les crimes haineux avec ce qu'on appelle les crimes de la pensée. Donc, en fait, parce que c'est très clair, en fait, là, on dit dans le texte du National Post qui rapporte l'histoire, le négationnisme vise à minimiser, déformer et nier les méfaits des pensionnats autochtones. Et là, on parle du Sénat, dans le fond, qui a rejeté une motion liée à ça, mais la motion, elle est quand même très intense. Là. Donc, on dit dans le communiqué, toute réponse juridique devrait être élaborée avec soin dans le cadre d'une véritable consultation. Mais là, il n'y a pas de consultation. On arrive vraiment avec une motion où, en gros, à part dans la sphère privée, si vous émettez le moindre recul ou le moindre doute, entre autres les discussions qu'on a eues ensemble sur l'histoire de Kamloops, en fait, vous pourriez vous mériter 2 ans de prison si vous faites ça publiquement. Mm-hmm. Il me semble que c'est pas des mesures qu'on veut dans une démocratie libérale. Évidemment, on veut protéger des minorités, que ce soit les Juifs, les Autochtones, les musulmans, d'être victimes de crimes haineux. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, ça fait pas l'objet de discussion. Par contre, est-ce que penser est un crime en 2026? Il me semble que ça devrait pas l'être dans une démocratie libérale et je pense que c'est pour ça que l'amendement, en fait, la proposition qui est amenée est autant débattue puis ne fait pas l'unanimité parce que là, qu'est-ce qu'on entend? Moi, je pense qu'on peut pas mélanger des crimes haineux, c'est-à-dire des gestes qui sont commis, des voies de fait, des agressions avec des paroles. Il me semble que là, on commence à être autre chose et de toute façon, c'est ça qui est le point important, je pense, c'est que le code criminel codifie déjà ces choses-là. Donc, si vous faites de l'incitation à la haine et que vos propos peuvent être très raisonnablement interprétés comme étant un appel à s'en prendre à des communautés autochtones, vous êtes déjà passible d'être traîné devant un tribunal pour ça. Donc, je ne sais pas pourquoi on cherche à amener ces espèces de modifications-là pour finalement restreindre évidemment la liberté d'expression. Puis au départ, on va viser des gens qui ont un discours haineux, officiel, raciste, tout ça, et ça va finir par être un élément qui va permettre de nuire à des chercheurs universitaires, par exemple, qui veulent juste faire leur boulot. Là. Et c'est ça, je pense, qui est dommage. Puis dans le cas de Kamloops, je rappellerai qu'on parle encore de quelque chose d'hypothétique. Là. Donc, il n'y a aucune preuve qui a été mise de l'avant. Il n'y a pas de fouilles qui ont été faites. Et là, tu sais, est-ce que ce que je viens de dire là mérite 2 ans de prison? Je pense qu'on pourrait convenir que non. Là. Mais tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens qui en appellent à ce que ça devienne illégal, condamnable, de tenir des propos pareils ou même de penser comme tu viens de le dire, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont conscients que c'est une façon plus, je dirais, politiquement correcte, mais de quand même infantiliser les gens. C'est de faire comme si il y avait deux différentes classes de citoyens au Canada, et notamment une classe
celle des Autochtones, qui, eux, ne sont pas exposés à la raison instrumentale, à la critique, à l'idée qu'il faille faire des preuves ou pas quand on avance des affaires. C'est comme si c'était une classe à part. Eux autres, on les protège. C'est l'émotionnel seulement qui entre dans le champ de la réflexion quand il s'agit de penser leur sort et de penser ce qu'ils sont. Et il y a les autres. Les autres, eux autres, ils appartiennent au vrai monde ou à l'autre monde. Non, faisons de tout le monde des adultes et des citoyens. Et ça veut dire que quand on avance des affaires, ça prend des preuves. Et si la preuve est faite, ben là, on passe à l'action. Et là, on n'a pas eu de preuves. Puis les drapeaux ont été mis en berne. Il y a eu de l'argent qui a été consacré. En passant, il y a eu des millions de dollars qui ont été donnés aux communautés pour qu'elles fouillent. Hein. Elles n'ont pas toutes fouillé, les communautés. Où est parti cet argent-là? Je pose la question. Non, puis je veux juste relire aux gens le libellé de l'amendement de Keretax Lindell. Là. On dit stipulait que tout Canadien surpris à tolérer, nier ou minimiser l'existence des pensionnats autochtones. Tolérer, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je trouve qu'on commence à être dans un glissement là, quand même intense. Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui irait dire une phrase comme « Ben, vous savez, c'était l'époque, puis il faut comprendre, remettre ça dans son contexte », serait passible de 2 ans de prison. Donc, parce que vous relativisez en ramenant les choses dans leur contexte historique, puis en rappelant que, bon, il y a eu autre chose aux États-Unis, ici, c'est ça qui s'est passé. Donc, ça serait passible de crime. Et l'autre point, je trouve, qui est dangereux avec les gens qui veulent invoquer ce genre de loi-là, qu'en France, on appelle les lois mémorielles, c'est que c'est comme si c'est comme si on n'était pas capable de contempler l'idée que le pouvoir peut changer demain. Donc, c'est-à-dire que tant que le pouvoir qui est en place est bienveillant à l'égard de vos positions et de vos exigences reliées à des crimes haineux, tout va bien. Mais lorsque vous avez ouvert cette boîte de Pandore-là, que va-t-il se passer lorsqu'un gouvernement, par exemple, qui pourrait être très à droite ou très à gauche, va arriver et va dire, ben écoutez, nous, là, en vertu de la jurisprudence qui a été faite sur ce genre de loi-là, on considère que d'attaquer le Canada en inventant un passé colonial ou ce genre de... Ça peut être passible de prison pour faire ça. Ben là, on serait scandalisé de ça, mais c'est ce qui peut arriver, les amis, si on ouvre la porte à rendre la critique du passé ou l'interprétation du passé criminelle. Oui, complètement. Il y a un vrai problème, là. Oui. Et on va terminer, François, avec la forte augmentation. Tu sais, on l'a vu, j'allais dire, tous les actes antisémites, là, ça s'est manifesté dans plusieurs pays en Europe. Ici, au Canada, on avait vu les actes antisémites là, qui étaient en explosion. Il y a eu le 7 octobre. Il y a eu par la suite ce conflit là, israélo-palestinien. Ça fait en sorte qu'il y a eu comme des répercussions. Tu voulais parler de ça aujourd'hui. Oui, parce que malheureusement, on n'a pas vraiment les chiffres dans le fond, de ces crimes-là sont commis exactement par qui, puis pour quel motif, tout ça. Mais j'ai comme l'impression, moi, je ne crois pas vraiment que les Canadiens se sont réveillés un matin et sont devenus plus intolérants, plus violents, plus racistes, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une explosion, une augmentation forte des tensions interethniques, intercommunautaires au pays, qui sont nourries justement par le fait que des guerres à l'étranger, que des conflits, on l'a vu, on en a parlé la semaine dernière avec l'histoire de l'Inde et des séparatistes sikhs. Je veux dire, je pense que le Canadien moyen est pas vraiment au courant, en fait, qu'il y a des séparatistes sikhs et que ça peut être un enjeu politique à ce point-là. Donc, dans le cadre de ces événements-là qui visent la communauté juive, ou dans d'autres cas, il y a d'autres articles sur des gens musulmans qui sont ciblés aussi par des genres de crimes haineux. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est la question que je pose, parce que si on continue sur cette voie-là, où finalement, quand vous venez au Canada, vous n'êtes que un ressortissant de votre pays d'origine dans lequel les tensions qui prévalaient chez vous peuvent être importées ici en toute impunité. Puis pendant 3 ans, 4 ans, on parle de ces sujets-là dans l'actualité. Toutes les partis politiques font de la politique là-dessus. Moi, je pense que ça va aller en augmentant. Et je présume que l'objectif de toute personne sensée, ce serait que ces types de crimes-là diminuent, voire disparaissent dans un monde utopique. Là. Mais dans un monde normal, on voudrait que ça s'en aille en baissant, pas en augmentant. Moi, j'avais cru comprendre qu'on s'en allait vers plus de tolérance, plus d'inclusion. Ça semble pas être le cas, visiblement. Donc, on fait de la grande morale, mais dans le concret, il y a des crimes qui augmentent.
Oui, puis juste rappeler, là, parce que pour un exemple précis, il y avait des personnes hassidiques, des Juifs hassidiques qui avaient été agressés à Montréal. Ouais, on parle des en pleine chapeaux rue. qui ont été volés, des crachats, des insultes. Là, il y a 2 hommes qui ont été arrêtés en lien avec ça. Mais tu sais, c'est extrêmement horrible et terrible. Puis on voit effectivement que ça se manifeste, ça arrive. Puis je le mentionnais, dans d'autres pays en Europe, on a vu ça aussi au cours des derniers mois, l'augmentation de ces actes antisémites. Donc, c'est quand même extrêmement grave. Oui. Ben, en tout cas, bon, François, on va te laisser là, parce qu'apparemment, il faut que tu t'en ailles. Puis en plus, il faut que tu ailles faire ta valise parce qu'avec tout ce que tu as dit, là, d'après moi, la police s'en vient. Fait qu'on va faire ta petite valise. Oui, c'est ça. Je vais aller, on va être 2 dans la cellule. On va se tenir au chaud. OK, Bye bye. Salut!